encore quelques minutes sur l'invalidation du scrutin dans 2 circonscriptions, Wawa 1 et Zio 4. Zana Sadio, si on invalide, ça, comme le disait peut-être Credo, si on peut parler d'irrégularité, l'hypothèse administrative, elle peut être vraie, mais il y a aussi l'hypothèse d'irrégularité sur le terrain, mais c'est que c'est vraiment très criarde pour qu'on puisse invalider. Oui, absolument. Moi, je pense que lorsqu'il s'agit d'irrégularité administrative, comme il le dit, retransmission, c'est pas, il s'agit au niveau de la retransmission des PV, des choses là, la Cour suprême va procéder à un recomptage des voix. Si c'est d'ordre administratif. Problème de transmission de liste, CENI ou quoi. Si c'était le cas, les partis politiques eux-mêmes allaient en même temps protester. Il y a même les PV. Voilà, donc moi je pense plus à la fraude. C'est-à-dire que la Cour suprême a pu établir avec conviction qu'il y a des fraudes qui sont, apprécier les termes, qui sont de nature à entacher la sincérité des résultats. Donc, on parle de sincérité. Mais là, je te coupe pas. Mais là où tu m'as coupé. Non, je te coupe pas. Tu gardes le fil. Mais là où je dis que la Cour suprême essaie de faire le jeu, et la Cour parle donc d'irrégularité mineure. Mais là, je me dis, si on parle d'irrégularité mineure, normalement, cela ne devait pas conduire à invalider du moins le vote dans la région et demander à ce qu'on puisse... Est-ce qu'elle a employé le terme mineur? Oui, parce que selon la loi, c'est que la loi dit clairement que s'il y a des irrégularités de nature à entacher la sincérité du vote, je pense que l'article 140 et quelques que j'oublie là, on invalide, on invalide carrément. C'est pourquoi il ne faudrait pas mettre des... Donc c'est pourquoi moi je me situe dans la logique de la fraude. La Cour suprême a constaté qu'il y a eu des cas de fraude à grande échelle. Elle a invalidé. Donc moi c'est pourquoi je dis, si c'est le cas, pourquoi reprendre avec les mêmes personnes qui n'ont pas su peut-être déceler les cas de fraude, qui n'ont pas su les solutionner et peut-être qui ont participé à cela. Donc, je pense qu'il faut faire peau neuve à cette série et à cette déléguée, tout ça là, pour que le vote puisse se passer dans de nouvelles conditions, quitte aux partis politiques d'en tirer conséquence et d'aviser pour qu'on ait quelque chose de plus respectable du choix des citoyens. Non, je dirais, si c'est vrai, si c'est avéré qu'il y aurait eu des fraudes, donc c'est-à-dire que la responsabilité des agents électoraux et puis des représentants des partis aussi est engagée parce qu'ils ont participé à la commission des faits. Donc cela voudrait dire que c'est tout le circuit qui doit être déparasité afin qu'on puisse avoir des élections qui soient assez claires et autres là. Et moi, je persiste et je signe. En termes d'irrégularité, on ne peut pas. Certes, ce qui flanche, donc c'est la fraude, mais l'irrégularité également peut être par voie administrative. Donc, est-ce que en amont tout a été fait pour, disons, la clarté du processus? J'ai donné un exemple. Donc, nous avons des bribes d'informations que nous continuons pas à recouper. Et je l'ai dit sur ce plateau, il y aurait eu, je dis bien, il y aurait eu un petit souci dans la transmission des informations après l'analyse des dossiers. Donc, est-ce que au niveau de Wawa 1 et puis de Gion 4, la CELI ou bien les CELI locales ont eu les informations à temps? Parce qu'il ne revenait pas, selon la loi, à la CENI de communiquer directement avec les CELI parce que c'est la communication pas de la Cour suprême aussi bien à la CENI qu'aux différentes CENI. Donc c'est là où moi je dis ce que je dis. Je ne dis pas que j'ai je ne dis pas que ces trucs-là, mais ce sont des bribes d'informations que nous avons, mais nous n'excluons pas les éventualités de ces fraudes et autres-là. Et s'il y a fraude, c'est que la fraude provient, disons, d'une partie des forces ayant pris part au vote. Donc, il va falloir essayer... La partie qui a toujours fraudé, c'est ça? Non, je ne parle pas d'un parti, mais je dis d'une partie ayant pris part au processus électoral. Donc, il va falloir qu'on puisse décortiquer ce qui n'a pas marché et qu'on prenne des dispositions parce que ce serait malheureux qu'on reprenne le vote et qu'après, on nous parle encore d'irrégularité. Oui, mais sauf que je vais me permettre d'ajouter un bémol. Si ces problèmes de transmission dans l'analyse
des dossiers entre la Cour suprême et les CELI, il y avait quand même le délai de recours. Donc, je ne pense pas que ce soit cette hypothèse. Quand la Cour s'est prononcée et qu'a affiché les résultats, un communiqué appelant à faire recours, ce délai a été donné. Non, je ne volis pas dans ce sens-là, oui. Dans ce schéma. Le schéma que je donne, parce que les bribes d'informations que nous avons eues, donc que nous devons peaufiner, comme quoi il y a eu un dysfonctionnement dans la transmission. La transmission des informations, ce n'est pas après le vote, mais c'est avant le vote. Oui. Donc là, nous cherchons à savoir ce qui se serait déroulé et qu'on peut considérer sous l'aspect d'irrégularité. Je n'exclus pas qu'il pouvait y avoir des fraudes, mais les fraudes aussi, si on est arrivé à un niveau assez élevé en griffe de fraude, donc cela ne pourrait pas provenir d'une seule partie prenant part aux élections. Donc c'est là où j'engage la responsabilité et des agents électoraux et des représentants des partis. Mais je crois que quand même, pour les cas de, AV4 et puis notre commune, le vote a été reporté pour ces choses, pour les éléments que vous venez de citer. Donc même à la dernière minute, le jour, les votes ont été reportés dans certaines communes. Donc si c'était le cas de votre hypothèse, moi je la rejette carrément. Parce que c'est la même procédure administrative qui a été utilisée pour toutes les autres communes. Non, mais dans le cas d'espèce... De toute façon, on va attendre d'avoir plus d'informations sur le sujet. Nous n'avons pas de communication. Donc de recueillir les informations. Oui, dans le cas d'espèce, justement, Sylvestre, nous n'avons pas les motivations. Nous n'avons pas les éléments factuels. Même pour les trucs de AV ou bien dans les zones où on n'avait pas voté. Donc là, il n'y a pas eu assez de communication suffisante. On a parlé de raisons techniques. Non, de raisons techniques. Mais les raisons techniques, on peut tout mettre aussi dans les raisons techniques. Bon, maintenant, mathématiquement, il reste 5 zones où le scrutin doit se dérouler. AV2, Bassa 4, Oti Sud 1. Là-bas, c'était à cause des violences entre Gangan et Tchokossi qui avait là-bas. Donc maintenant, on ajoute les 2 qui viennent d'être invalidés, les 5. Ça va respecter le délai des 30 jours que la Cour suprême a donné? Oui, je crois qu'aujourd'hui, la CENI a intérêt, parce qu'il y a un délai de 30 jours qui est fixé donc par la loi. Donc la CENI a intérêt donc, à mettre les bouchées doubles, ne serait-ce que pour organiser ces élections dans ces localités. Sauf que là où je crains, parce que les rivalités entre les Nganga et les Tchokossi continuent, même hier, le ministre a encore communiqué là-dessus. Ouais. Donc, je me demande si les gens vont voter là où, comme on le fait souvent, sur le plan sportif, on va délocaliser, ne serait-ce que le vote sur un terrain neutre pour permettre aux acteurs d'aller là voter, parce que c'est compliqué. Il est vrai, nous le disons sous forme du mot, mais c'est compliqué ce qui se passe également aujourd'hui entre les Nganga et les Tchokossi. Donc, il faudrait qu'on arrive à maîtriser cette situation avant que les gens n'arrivent donc au vote. Sinon, peut-être que c'est au bureau de vote que les gens vont commencer par sortir encore les machettes. On va évoquer le second sujet, Togo. Maintenant, nous allons parler de la taxe sur habitation qui sera bientôt prélevée au Togo. Les taxes d'habitation rentreront prochainement en vigueur. L'OTR recommence donc par donner de la voix à ce sujet. Une note de service prise par le commissaire général de l'OTR, Philippe Kokou-Chaudier, fait obligation aux agents de cette structure de se plier aux formalités de déclaration et de paiement de la taxe d'habitation, un exercice qui devrait servir d'exemple, indique la note aux contribuables. Selon le commissaire général de l'OTR, le Code général des impôts fait obligation à toute personne physique ayant sa résidence au Togo de payer la taxe sur habitation. Selon le même article 288 du Code, cette taxe est due par tout ménage ayant en République togolaise la disposition ou la jouissance d'une habitation, tout local occupé à des fins personnelles ou familiales, soit à titre de résidence principale, soit à titre de résidence secondaire, y compris les dépendances de toute nature non affectées à un usage exclusivement professionnel. Zana Sadio, l'idée même de taxe d'habitation, comment vous la trouvez? Moi je pense que l'État a des obligations, l'État a des charges, l'État a des engagements à respecter vis-à-vis de nos populations, et l'État peut à tout moment ériger des taxes pour collecter les ressources, pour les financer. C'est tout à fait normal. Et je pense, puisque dans la philosophie et dans l'esprit
de la taxe d'habitation, c'est tout d'abord une taxe locale. Locale c'est une taxe locale qui va servir au financement, je suppose, des projets, des communes qui sont en train d'être mis en place. Mais quand même, j'aimerais porter attention sur une chose ou bien deux choses. Par exemple, nous avons hérité, tout le monde le sait, de la fiscalité française. Et en la matière, lorsque vous prenez la définition de la fiscalité, de la taxe d'habitation, en France, je vais lire texto, la taxe d'habitation est un impôt local qui dépend de quoi? Des caractéristiques de votre logement, c'est-à-dire de sa localisation, de votre situation personnelle, de vos revenus et de la composition de votre foyer. Cela veut dire que, par exemple, on prend en compte ce que vous gagnez, les charges que vous supportez, là où se situe votre habitation et les charges que vous avez au sein de votre foyer. Est-ce que vous avez 4 enfants à charge? Et cela, ça permet d'introduire la notion d'équité fiscale. L'équité fiscale, c'est la situation qui est caractérisée par la juste répartition des contributions fiscales entre les contribuables. Vous imaginez que le barème que l'auteur a fixé sur ces taux-là, ça va être respecté indépendamment de votre situation, de la localisation, de la situation, de vos revenus. Et je crois que cela introduit une notion d'injustice sociale, d'injustice fiscale. Parce que moi, par exemple, je vais donner un exemple banal. Je vis dans un logement de 2 pièces. Une autre personne, je suis vers Zanguera, une autre personne qui va vivre peut-être dans un studio pareil, en centre-ville, qui bénéficie de beaucoup d'infrastructures publiques, les voiries, l'électricité, l'éclairage public, il va payer la même chose que moi. Ce n'est pas normal. Et peut-être que cet individu a des revenus supérieurs par rapport à moi, peut-être, qui a 10 enfants à charge. Donc, je crois que la taxe d'habitation, c'est une bonne chose. Ça va permettre le développement de nos municipalités, mais il faut certains paramètres pour qu'elle soit équitable et juste vis-à-vis de nous tous. Et je rejoindrai dans ce sens, je crois, la proposition de la Ligue des consommateurs du Togo qui demande un report. Un report de la mise en vigueur pour prendre en compte un certain nombre d'éléments sociaux. Je crois qu'il y a un travail à faire avec les acteurs sociaux pour intégrer dans ça les spécificités socio-économiques des ménages, les spécificités. Donc, et puis, il y a un peu une zone de flou concernant les exonérations. Je crois qu'on a parlé d'étudiants, on a parlé de personnes, entre guillemets, handicapés, on a parlé de retraités, tout ça là. Sauf que, excusez-moi, il y a des personnes physiques qui ont des capacités physiques réduites. Mais excusez-moi, moi, je n'ai pas, j'ai tous mes sens avec toutes mes capacités qui gagnent mieux que moi. Donc, il faut quand même qu'un travail de fond soit vraiment approfondi pour mettre cela en vigueur. Et cela va nous encourager, nous tous. Il faut que des dispositions soient prises pour encourager le civisme fiscal. Credo, d'après ce que moi j'ai lu sur le sujet, c'est que ça va varier je pense, de 4 000 à 100 000 francs. Donc en fonction des bâtiments. Donc ça veut dire que je vive, comme il a dit par exemple, à Zanguera ou je ne sais pas moi, dans une banlieue très éloignée de la capitale, si je me retrouve dans les mêmes surfaces en termes d'espace géographique de 4 000, je paierai 4 000 au même titre que celui qui est en centre-ville, qui a l'eau, qui a l'électricité, qui a l'éclairage public, qui a tout. Il y a une injustice là dans le jeu. Non, je crois qu'il doit y avoir un travail de contextualisation de la taxe d'habitation par rapport à l'environnement immédiat. Donc c'est un travail parce que depuis un certain temps, bien depuis longtemps, donc il n'y avait pas eu de communication sur, disons, l'éventualité de la perception de cette taxe d'habitation. Mais je voudrais qu'on nuance le fait. La taxe d'habitation, ce n'est pas maintenant qu'on va percevoir ça. On a déjà
déjà commencé par percevoir. Donc si vous voyez les bulletins de paye de certains salariés, donc il y a la taxe d'habitation. Même si vous êtes en location, vous avez loué un local pour faire office de bureau, donc il y a toujours ça. Donc ceux qui vont régulièrement dans les structures de l'OTR qui paient leurs impôts, donc il y a toujours le TH qui est fait. Donc c'est la communication qui n'a pas été faite en amont. Maintenant, la taxe d'habitation, donc c'est judicieux. C'est judicieux parce que c'est la loi qui prévoit cela. Bien Maintenant, sûr. Le petit bémol, c'est que est-ce que en cette période, est-ce que on a besoin de ça pour, disons, alourdir les douleurs des gens, mais c'est que l'administration aussi ne peut pas attendre un moment assez idéal. Donc il faut commencer à une période à ces trucs-là. Moi, je puis vous dire que la taxe d'habitation, lorsque nous faisons nos déclarations en fin d'année, donc il y a toujours les sigles TH. Donc on n'écarquille pas les yeux pour savoir qu'en fait c'est la taxe d'habitation qu'on nous demande de payer. Je vais donner juste un exemple. Donc, pour dire que en fait, il a manqué la communication nécessaire autour de la chose, parce que la première fois que je devais payer la taxe d'habitation, je vais faire mes déclarations d'impôt, parce que vous donnez également le loyer que vous payez pour le local que donc là, normalement, c'est le propriétaire qui paie cette taxe. Cette taxe disons d'habitation. Mais nos propriétaires n'ont pas été sensibilisés, ils n'ont pas cette culture. Et mon propriétaire m'a dit en fait que lui n'a pas construit pour l'OTR. Donc ça, c'est une ignorance. Mais lorsque vous faites la déclaration, vous devez satisfaire à cette TH et autres là. Donc c'est pour dire grosso modo que la taxe d'habitation, elle est déjà, l'OTR percevait cela depuis, mais la communication que l'OTR voudrait faire, c'est de donner l'exemple par son personnel pour dire le personnel doit servir d'exemple, disons, aux contribuables togolais. Maintenant, revenant à la contextualisation, donc c'est de savoir, avec tout ce que le commun des mortels endure en termes d'imposition, est-ce que du coût de la vie, du revenu assez faible du Togolais, est-ce que c'est idoine, c'est approprié pour qu'on puisse le faire? Je dirais, dans une certaine mesure, si on voit le revenu du Togolais, on peut dire non. Mais comme M. Zana l'a dit, l'État a des engagements aussi. Et les engagements, l'État ne fabrique pas la monnaie. Donc il va falloir qu'il y ait des contributions. Donc c'est ce qui justifie la perception de la taxe d'habitation. Au même moment, quelqu'un dit, pour construire chez moi, je n'ai pas eu de l'aide de l'État, je n'ai pas eu de prêt immobilier, je me suis débrouillé, j'ai souffert, j'ai fait des prêts que j'ai trimé pour payer, et l'État gaillardement n'a même pas apporté de l'eau, n'a pas apporté de l'électricité chez moi, va se présenter gaillardement pour dire je veux la taxe d'habitation. Justement, c'est pourquoi je dis qu'aujourd'hui, il faudrait voir plusieurs paramètres, surtout les conditions de vie des Togolais. Vous savez, vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes dans le mandat social. Ce quinquennat donc, du chef de l'État, c'est le mandat social. Nous avons l'impression que c'est au cours donc, de ce mandat social-là que les Togolais sont beaucoup plus, parce qu'on apporte donc à chaque fois, on en rajoute donc à la misère des Togolais. Voyez-vous, donc, moi, je me dis que même si nous sommes tous d'accord qu'il faut payer les taxes d'habitation, il faudrait qu'il y ait assez de communication et assez de pédagogie. Donc, pour cette initiative, mais nous avons l'impression que c'est comme si c'est une chose qui est en train d'imposer aux Togolais. J'étais sur une chaîne de radio dans la semaine où un Togolais a quand même appelé, dit que lui les attend avec une machette. Voyez-vous? Donc, je crois que c'est pourquoi je dis qu'il faudrait assez plus de pédagogie, de communication. À l'heure actuelle où le Togolais tire le diable par la queue, je crois que cette tasse-là, c'est pousser les gens dans le gouffre. Nous sommes au bord du précipice. Il faudrait quand même que les gens se remettent à gros. Il faudrait quand même qu'ils essaient donc de voir le quotidien du Togolais. Et là, je suis d'accord qu'on puisse reporter cela. Même si je le dis, a priori, je comprends qu'on doit aussi payer ces gens de taxes pour permettre peut-être le développement de nos communes. Mais en l'état, dans les conditions actuelles, je crois que c'est l'opportunité. Et je ne vois pas l'opportunité ou la nécessité de le faire
dans ces conditions-là. Ouais, même que lorsque vous voyez peut-être le train de vie de certains Togolais qui bénéficient du moins de beaucoup plus de l'État, et que lorsque vous avez peiné, ne serait-ce qu'à avoir aussi un moyen qui est peut-être proche ou similaire donc à ces personnes-là, que vous devez payer la même chose, je me dis, je conçois que c'est en fait une forme d'injustice. Il y a également un Togolais qui a appelé la dernière fois, qui dit que ils habitent presque dans une zone marécageuse et il n'y a même pas donc de voie tracée qui mène donc à leur domicile. Et la personne se demande si les agents de l'OTR viendront donc à sabot ou je sais pas en 4x4 traverser donc ces rivières là pour venir payer, donc percevoir donc ces tasses là. C'est pourquoi je dis que cette situation est tellement compliquée que si l'État ne voit pas peut-être le danger, les gens risquent de sortir des machettes et effectivement de blesser même certains agents de l'OTR si on reste dans ce schéma d'imposition donc de la chose. Prenons le temps, je crois que nous sommes dans un pays où les choses peuvent se faire du jour au lendemain. Il y a des gens dans ce pays qui ont dilapidé les banques de l'État, et 600 millions par ici, 26 milliards par là, et qui ne sont même pas inquiétés. Maintenant, ces gens sont là, et puis on vient encore de l'État. On a qu'à au moins prendre ces millions-là d'abord pour commencer les engagements présents donc de l'État, et après on va cotiser pour l'État. Non, mais moi je dis, en fait, le paiement de la taxe d'habitation, c'est un devoir de tout citoyen. Peut-être que c'est le contexte qui ne sied pas pour l'instant, mais l'opportunité même de la perception de cette taxe doit être créée. Et là, l'OTR n'est pas dans un mauvais rôle. Mais ce qu'on peut dire, pour l'OTR ne fait que suivre le Code général des impôts dans son application intégrale pour donc tu peux avoir tous les qualificatifs, mais tout compte fait, le code est voté, donc le code est là, donc et on doit travailler en fonction de ce code, que ça soit contesté ou pas. Maintenant, ce que on peut suggérer également à l'OTR, c'est qu'il fasse assez de communication autour de cela pour voir ce que nous sommes en train de relever comme insuffisance, qu'il table là-dessus et qu'il fasse la communication à l'endroit des contribuables, parce qu'il y a une division au sein de l'OTR qui fait de la sensibilisation à l'endroit des contribuables. Donc il faut qu'on accentue. Mais il y a également d'autres cadres de dialogue et autres là. Le cadre de concertation pour le dialogue social. Donc ils peuvent s'auto-saisir pour essayer de faire un plaidoyer en vue d'avoir un moratoire. Mais on ne peut pas dire ici et maintenant que ce n'est pas bien que l'État joue sa partition en voulant la perception de la taxe d'habitation. Maintenant, nos organisations, donc je tire chapeau à la Ligue des consommateurs togolais qui a élevé le ton, qui a même fait une proposition pour dire on peut aller à un moratoire. Maintenant, il leur revient de prendre langue avec les autorités pour dire concernant ou bien voyant les conditions aujourd'hui du Togolais lambda, donc il va falloir qu'on fasse un moratoire. Et on peut l'obtenir que d'intoxiquer les populations pour dire le moment ne s'y est pas. À quel moment on peut tabler, qu'on peut percevoir. Mais là, la taxe d'habitation permet à nos communes, à nos communautés de se développer en termes d'infrastructures. Donc il va falloir également que l'État engrange des ressources, mais comment engranger ces ressources-là, il faut le faire. Zana, la taxe doit être acquittée, comme vous l'avez dit, par, on a dit, propriétaire, locataire ou tout occupant à titre gratuit. En tout cas, toute personne qui a un logis en République togolaise doit pouvoir s'acquitter de la taxe d'habitation. C'est-à-dire maintenant, il faut, refaire un inventaire pour savoir. Chacun doit aller faire une déclaration de ses revenus, de son espace et tout, c'est ça? Oui, en fait, c'est cette application-là qui est un peu floue. Et je rejoins, d'ailleurs, les deux l'ont dit, un credo comme Sylvestre Béni. Il manque ce travail de communication et de pédagogie. D'abord, est-ce que ça va être sur la base d'une simple déclaration ou bien les agents OTR vont aller dans chaque maison? Donc, je pense que le moratoire ou bien le report est justifié parce qu'il faudrait que la collecte de cette taxe-là puisse être, comment dit-on,
délégués aux communes, aux mairies, qui vont plus miser sur les réalités de leur proximité, la proximité avec les communautés. Voilà, exactement. Donc déjà sur le plan de la communication, c'est de dire par exemple aux gens, cette taxe d'habitation va être destinée à être financée quoi concrètement? Par exemple, on dit, si je collecte, l'État dit, ou bien l'OTR dit, si je collecte cette taxe, c'est que je vais mettre en place des lampadaires publics, l'éclairage public, je vais construire des caniveaux pour drainer l'eau de ruissellement, des choses comme ça. Là, le citoyen sait que cette taxe-là va servir à quelque chose. En réalité, ce n'est pas le rôle de l'OTR. Parce que l'OTR collecte donc des fonds. Non, le rôle de l'OTR, c'est d'encourager aussi le civisme fiscal. La sensibilisation fiscale passe. C'est son rôle. Il y a un département de l'OTR qui le fait d'ailleurs. Oui, qui le fait. C'est son rôle. J'ai d'ailleurs parlé donc de la communication et de la pédagogie. Bien sûr. Maintenant, ce qui a lieu également de soulever, c'est que je ne comprends pas le silence de l'État pendant que le débat est porté à un niveau. Parce que normalement, jusqu'aujourd'hui, on serait dans un pays normal que le ministre de la Communication devait même peut-être anticiper les débats. Non, il y a une direction de la communication de l'OTR. Non, il y a une direction de la communication de l'OTR. Il y a une direction de la communication. Elle a le ministère de l'économie et des finances qui est l'ancrage institutionnel de l'OTR aussi va pouvoir communiquer. Allez, mais moi je crois qu'on divague sur le sujet. Donc on ne peut pas partir de clichés pour dire qu'on doit faire de l'argent. Non, il ne faut pas noircir le débat qui gère. Il le verse au trésor. Voilà, c'est l'État qui nous a dit que l'argent que l'OTR va collecter, nous allons le mettre à bon escient pour faire ci et pour faire ça. D'accord. C'est pourquoi je dis qu'il faut de la pédagogie. Malheureusement, le temps est parti. On aura le temps de revenir éventuellement à d'autres occasions sur le sujet. Merci. Le moratoire doit... Parce que pour le moment, c'est les agents de de toute façon, merci à Sylvestre Denis Zana, comme là, ça merci. Merci à vous de nous avoir suivis. J'imagine ce qu'il va dire.